Bonjour, je vais donc vous faire cette petite leçon en différé sur l'anthologie, les courants artistiques et la nostalgie des futurs perdus. Pourquoi? Ben, parce que c'est devenu de plus en plus, je dirais même une sous-culture qu'on trouve sur Internet, celle de l'anthologie, de cette idée que tout ce qui était nos futurs n'est plus là. C'est là en politique aussi, beaucoup vont remarquer dernièrement, on s'aperçoit qu'on a littéralement perdu ce qui était considéré comme nos futurs. Alors, voici donc. En premier lieu, j'aimerais vous proposer un documentariste à découvrir, Adam Curtis. Je l'ai peut-être déjà mentionné en classe. Kevin Adam Curtis, c'est un réalisateur de documentaires anglais. Alors, il a été producteur de documentaires, je dirais plutôt conventionnels, là, pour la BBC, à ne pas confondre avec la CBC comme certaines vedettes à la radio, pendant les années 1980. Et il a fait ça jusqu'au début des années 90. On dit que son œuvre est postmoderne et porte sur la fragmentation de la société, la montée de l'individualisme et l'installation d'une fumisterie, d'un écran de fumée littéralement politique à laquelle prennent part Trump et Poutine en ce moment, parce que, n'est-ce pas, on a l'impression qu'ils sont toujours en train de faire un théâtre, toutes les relations internationales se jouent devant nous. Si vous aimeriez voir son documentaire, alors Hypernormalization est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous le recommande parce que après ça, vous verrez plus justement le jeu média politique de la même façon. Et sa récente série Can't Get You Out of My Mind, qui porte sur les grands mouvements populaires du 20e siècle, les mouvements de mobilisation. Alors, ça commence avec justement la Chine populaire. Alors, ce qui était prévu au départ, ce qui est arrivé, aussi avec le mouvement syndical et avec la mobilisation des Afro-Américains un peu partout en Angleterre et aux États-Unis, et comment on a étouffé en tant qu'on a pu ces mobilisations-là, souvent par, je dirais par exemple, en injectant des drogues un peu partout dans les communautés, s'assurant qu'on allait occuper les gens d'autre chose qu'à leur émancipation. Alors, c'est vraiment quelqu'un que je recommande parce que trop souvent, je trouve que le cadrage médiatique nous porte à voir les choses toujours du même angle parce que, évidemment, les médias sont produits très rapidement. Et ce qu'on voit ici, ben, c'est quand on a justement un journaliste qui décide de prendre le temps et de produire une information d'un point de vue différent, ben, on obtient vraiment quelque chose de très intéressant. L'objet aujourd'hui de notre cours, c'est de parler de l'anthologie. Oui, comme hanté, Alors, comme hanté, mais aussi comme ontologie. Ontologie, c'est-à-dire c'est les fondements de l'être, si on veut. Mais l'ontologie aussi, c'est aussi ce qui, par exemple, est la source, si on veut, ou les fondements de votre recherche. En ontologie, par exemple, je vais dire, ben moi, j'ai une ontologie relationnelle, parce que je me suis intéressée aux micro-relations, si on voit la microsociologie dans les relations sur les réseaux sociaux. Donc, l'ontologie, c'est les fondements, puis ensuite, l'épistémologie, c'est comment on collecte des données pour apprendre, si on veut. Comment est-ce qu'on va, justement, côté méthodologie, se faire un petit appareil qui va nous permettre de comprendre le monde. L'ontologie, on dit que ça se présente comme la manifestation de l'ontologie d'une trace qui est à la fois visible et invisible, qui est issue du passé et qui hante le présent. Alors, on s'appuie sur ça pour justement l'exemple du communisme. C'est Derrida dans Spectre de Marx qui en parlait. Donc, bien que c'est disparu dans sa forme originelle, le marxisme n'existe plus justement comme il existait au moment de sa création, ben, il continue d'exister implicitement dans les esprits. Puis le terme vient du titre de Derrida, justement, le spectre de Marx, puis c'est devenu une théorie culturelle qui est appliquée à la musique, à l'image, au cinéma, à la photo, à la vidéo et même à l'esthétique qu'on va trouver en ligne pour des productions culturelles. Et là, la personne au cœur de ça, qui nous a fait justement redécouvrir l'anthologie et cette théorie-là des spectres, à la suite, si on le veut, de Derrida, c'est Mark Fisher. Mark Fisher est décédé en 2017, c'est-à-dire alors qu'il avait tout juste
50 ans, c'est bien ça. Puis il a fait sa thèse à l'Université de Warwick. Et c'est un des membres, et ça c'est très important, fondateur du Cybernetic Culture Research Unit, avec entre autres Nick Land. Nick Land, hein, qui vraiment a été, je dirais, qui est un théoricien qui a beaucoup, je dirais, influencé, par exemple, Elon Musk, Peter Thiel, parce qu'il parlait déjà hein, de ce qui allait être, si on veut, la crypto-monnaie. Et ses idées étaient, disons, je dirais, assez libertaires et maintenant sont considérées comme de droite. Stady Plant, au contraire, ben, c'est une féministe qui faisait partie du Cybernetic Culture Research Unit. Et je dis au contraire, hein, mais vous savez que jamais vraiment de contraire tout à fait dans ça, c'est que souvent les idées origines d'une même place, puis quand elles sont reprises hein, en société, ben oups, hein, on les fait bifurquer puis on les met dans les boîtes qu'on veut. Son blog qu'il écrivait de 2004 à 2016, hein, vous voyez, c'était une époque où les X, comme moi, dont je suis la génération de Mark Fisher, son blog K-Punk a été en ligne jusqu'en 2016 et un livre a été créé à partir de son blog après sa mort. C'est un livre fort intéressant d'ailleurs, dont je vous cite quelques extraits dans cette présentation-là. Puis, en entrevue avec Valerio Manucci, il explique que nous avons oublié les grandes visions du futur, hein, que contenait la science-fiction des années 60-70. Et ça fait partie de la méthodologie hein, que s'est donné Mark Fisher pour regarder hein, justement les sources de ce qui fait, genre, si on veut, l'actualité d'aujourd'hui, la politique, la façon dont on fait notre culture. C'est qu'on était très, je dirais, là, aficionados, si on veut, de science-fiction. Et dans cette science-fiction-là, on essayait d'imaginer un futur qui améliorerait tous les problèmes qu'on a. Si vous entendez des chats, c'est normal, j'enregistre de chez nous. Donc, ce qu'on voulait, par exemple, on s'imaginait hein, avec des jetpacks qui nous permettraient de se déplacer sans avoir à faire face à la grève de la STM. On s'imaginait hein, qu'on allait pouvoir aller justement terraformer des planètes, les rendre habitables, qu'on allait modifier peut-être des systèmes solaires, donc que la puissance humaine, hein, l'anthropocentrisme allait s'imposer un peu partout. Ben là, Mark Fisher dit finalement, nos idéaux se sont vraiment hein, réduits à leur plus simple expression. On a substitué à ces idées-là une seule préoccupation, améliorer notre connexion à Internet. Fait que là, notre imaginaire du futur, puis des possibilités de la technologie est complètement subjugué, dit-il, à un cyberespace capitaliste. Et c'est là, hein, justement, que la pensée de l'anthologie devient importante parce qu'elle nous permet d'analyser puis de caractériser ce qui se passe maintenant avec notre obsession même de l'IA. Hein. L'IA n'était pas encore très développée quand Mark Fisher est décédé, mais quand même, on peut voir que cette idée-là, hein, qui est de que justement, par exemple, que Claude ou que ChatGPT calcule encore plus vite les niaiseries qu'on lui demande de faire, parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'idées transformatrices, je pense, qui circulent en ce moment dans ces larges modèles de langage-là. Ben, tout est subjugué à ça. Il faut se connecter rapidement. Et même si la 5G, hein, qui doit fonctionner avec finalement, des petits distributeurs, si on veut, partout, hein, va finalement ruiner le paysage urbain, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que, hein, en quelques secondes, vous puissiez poster vos pensées sur TikTok. Ça, c'est important. Et là, il nous dit, ben, c'est justement ça. Un des éléments clés de la technologie numérique est de causer un sentiment persistant d'être toujours en retard. Et Mark Fisher s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la question justement finalement de la dépression causée par le capitalisme, c'est-à-dire par cette idée-là qu'on n'est jamais assez performant, qu'on est toujours un petit peu en retard et que finalement on pourrait s'améliorer grâce à la technologie, grâce aux médications, peut-être même grâce à des nanorobots hein, qui viendraient corriger les failles humaines qu'on a. Et ce texte-là de Mark Fisher s'appelle très ironiquement What is ontology? Qu'est-ce que l'ontologie? Vous allez voir pourquoi c'est ironique, hein, parce que dans sa méthodologie, il contredit un peu ça. Alors, il dit The future is always experienced as a haunting, as a virtuality that already impinges on present, conditioning expectations and motivational cultural production. Donc, le futur est toujours vécu hein, comme finalement, je dirais,
un spectre, si on veut, hein, comme l'action d'être hanté, comme une virtualité qui empiète déjà sur le présent. Donc, le futur est là, mais il nous affecte dans ce qu'on vit en ce moment parce qu'on espère, hein, on espère toujours qu'il se concrétise et ça motive beaucoup de notre production culturelle. Hein, on fait une musique qu'on pense qui parle du futur ou qui exprime ce qui sera dans le futur. On fait des IA comme Sora, des réseaux sociaux nourris par l'IA, en s'imaginant que ça sera le futur, que le futur de la création, c'est de refaire la même affaire tout le temps avec François Lambert, puis Paul Logan, je sais pas trop lequel des frères Logan là-dedans. Donc, Logan Paul, pardonnez-moi. Et donc, on voit qu'on est toujours pris hein, dans les mêmes ornières. C'est donc une impasse culturelle. C'est celle du futur, par exemple celle de la musique électronique. Parce que Fisher dit à partir de 2005, hein, la musique électronique n'arrive plus à évoquer le futur. Elle a épuisé ses ressources, puis en ce sens, elle use maintenant de tactiques connotées d'attitude. Donc, hein, c'est des formules qu'on dirait prefab, hein, préfabriquées, si on veut, pour donner un aspect futuriste à ce qu'on fait. Mais les futurs qu'on voulait, là, les futurs qu'on attend depuis le début du 20e siècle, ils ne peuvent plus être évoqués, on dit, par un style musical, donc ils sont perdus. Si l'art n'arrive plus à nous parler de ce qui s'en vient, à nous, pas juste nous mettre en garde, mais à nous faire aussi espérer pour le mieux de ces futurs-là, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'arrive plus à rien. Alors, vous voyez ici le Lost Futures, un Mark Fisher podcast. C'était son podcast à l'époque, Love Trumps. Je pense pas que c'est parce qu'il aimait Trump nécessairement. La méthodologie de Fisher. Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai posé des questions à des moteurs de recherche aussi. Parce que c'est une méthodologie, bon, ça s'écrit de la philosophie, mais ça repose sur plusieurs piliers, si on veut, philosophiques. Alors, on dit, par exemple, que Fisher fait ce qu'on appelle une généalogie culturelle. C'est une méthode narrative par laquelle on expose comment a émergé une pratique, comment ont émergé des valeurs ou une croyance. C'est Lorraine Zigny en 2023 qui expliquait justement cette méthode-là de généalogie. Puis elle expliquait hein, que ça se fondait aussi sur Foucault quand on était dans, par exemple, l'idée des potentialités hein, des origines, par exemple, d'une pratique culturelle. On pouvait dire, OK, donc, quelles auraient été leurs potentialités? À ce moment-là, on était dans un regard foucaldien là-dessus. Et lui, il se fonde aussi sur la théorie critique. Vous en entendez souvent parler de la théorie critique dans vos cours, hein, l'école de Francfort. Mais là, ici, elle est relue par Frederick Jameson dans son ouvrage Ideology, Theories of the Postmodern. Frederick Jameson est souvent, puis d'ailleurs, je prononce pas bien parce que c'est Frederick Jameson. Alors, il est souvent cité parce que ses idées, hein, fondées sur justement la critique culturelle, sur l'école de Francfort, sont venus nous faire voir le capitalisme tardiste d'un autre angle. Hein, c'est lui souvent qu'on cite un petit peu ou qu'on paraphrase en disant il est plus facile d'imaginer un monde, la fin du monde, que la fin du capitalisme. Ben, c'était dans les écrits de Jameson que cette pensée-là hein, s'est formée. Et là, on dit qu'il se base aussi sur un mode de réflexion qui vient de Derrida. Ça ne m'étonne pas parce que Derrida est présent partout dans la théorie de l'anthologie. C'est comme le fantôme de l'anthologie, Derrida. Alors, la définition, je vous l'ai mis sur la diapo suivante, mais déjà, on sait que Derrida était contestataire de la fameuse question philosophique, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que l'anthologie? Alors, c'est un peu ironique que Mark Fisher, qui était un exégète vraiment de Derrida, ait appelé justement son texte Qu'est-ce que l'anthologie? Alors, il y a aussi l'analyse intermédiaire qui arrive dans ça. Ça, c'est l'historisation des pratiques de l'intermédialité. Vous connaissez probablement l'intermédialité, hein, c'est-à-dire, par exemple, la transposition d'un média vers un autre, hein, le film qui devient jeu vidéo, le jeu vidéo qui est scénarisé en série télé, comme dans The Last of Us. Et c'est le terme à l'origine de ça est attribué à Dick Higgins, membre de Fluxus. C'est pas pour me vanter, mais j'ai fait ma maîtrise sur Fluxus. Oui, c'est pour me vanter. Et genre, j'ai toujours l'impression que Fluxus revient partout dans toutes les nouvelles idées. Et ça, c'est Rajowski en 2005 qui l'explique très bien.
Fisher, donc, procède à une étude des formes, hein, des films, dans le cas de ce texte-là sur l'anthologie, comme des symptômes politiques pour montrer que comme société peut-être justement en Europe et en Amérique, nous sommes hantés par les futurs que nous avons perdus. C'est dans les récits qu'on se fait, c'est dans les grands récits hein, qu'on met de l'avant. On se dit toujours, hein, on va arriver à une société qui ne travaillera presque plus, les robots vont nous servir. Ça a l'air long, hein, cette histoire-là. Et quand Elon Musk nous propose des robots, qui vont nous opérer puis qui vont faire qu'il va y avoir plus d'égalité sociale, vous irez voir en ligne où en sont ces robots-là, hein, à part tituber, tomber puis manier le scalpel plutôt maladroitement. Je ne suis pas sûr que les inégalités sociales sont en voie de se régler pour ça, ou sinon, en tout cas, pas mondialement. Parce que je suis pas mal sûr que ces robots-là hein, n'auront pas la cote dans des pays qui sont en émergence, où on n'a même pas, je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, je pense à certains pays d'Afrique où on n'a pas encore suffisamment de puissance de calcul hein, pour opérer tout ça. La fameuse déconstruction d'Éridienne, et là, regardez-moi bien, hein, je suis allé lire justement pour essayer de me comprendre dans mon délire. Je suis allé relire Derrida qui, lui aussi, fait comme Fisher, tout en disant qu'on ne devrait jamais demander qu'est-ce que telle affaire. Il dit, mais c'est quoi la déconstruction? Qu'est-ce que la déconstruction? C'est un court texte hein, qui est dérivé d'une entrevue assez longue qu'avait donnée Derrida sur l'origine de cette théorie-là, finalement, qu'il a mis, hein, de cette méthodologie-là, mais qui n'en est pas une, hein, finalement, évidemment, parce que ça ne pourrait pas être facile. Alors, l'origine et le sens du terme. La déconstruction, nous dit Derrida, ça ne signifie pas de dissoudre ou de détruire, mais ça signifie d'analyser les structures sédimentées du discours philosophique. Plusieurs personnes ont dit d'ailleurs que la culture hein, de la décolonisation, cette idée-là d'enlever de notre discours hein, toute l'idée justement de terraformer des planètes, d'aller s'imposer à des cultures, d'imposer notre beau style de vie à l'américaine, ben cette critique-là, hein, même sur l'eurocentrisme, est venue beaucoup hein, de la pensée que libérait la déconstruction derridienne. Le mot existait déjà en français, mais Derrida l'a adapté à partir de Heidegger, de la destruction, et de Freud, la dissociation. Alors donc, comment est-ce qu'on se détache hein, de ce qui est là pour finalement essayer de construire quelque chose d'autre à part, peut-être nouveau, peut-être innovant. Et comment est-ce qu'on le positionne dans les courants intellectuels au moment de sa sortie? Bien, la déconstruction s'est constituée dans les années 60, et ça, c'était en réaction au structuralisme et à la domination de la linguistique, le fameux tout est langage. On s'aperçoit hein, que la langue, elle est codée, puis souvent, ben, le sexisme, même le racisme est codé dans la langue comme on l'a développé parce qu'elle évolue avec notre pensée. Et vous savez que le français a cette fâcheuse tendance à ne pas évoluer aussi vite que les langues comme l'anglais américain. C'est pour ça que probablement on se retrouve en anglais américain avec hein, des potentialités de nommer, par exemple, même des genres différents de façon plus neutre, alors qu'en français, il faut inventer des nouveaux mots comme Yel. Et pourquoi les gens s'y opposent? Ben parce que, figurez-vous donc, la grammaire française, c'est un autre de mes passions. J'ai fait mon bac en littérature à une certaine époque, a pratiquement pas bougé depuis le 18e siècle. Alors, on est pogné, hein, littéralement, avec les idées du colonialisme hein, fulgurant qu'il y avait à cette époque-là, qui était vraiment le nouveau, qui a été finalement les débuts du système capitaliste comme on le connaît hein, à partir des 17e et 18e siècles. Derrida insiste à partir de là pour dire que c'est pas un panlinguistisme, hein, donc c'est pas comme une langue à côté de la langue, ni un pantextualisme. Donc c'est pas genre pour se positionner à côté de la culture textuelle ou à côté de la culture linguistique. C'est à conteste justement l'autorité du langage et du logocentrisme. C'est-à-dire que quand on est dans cette déconstruction-là, on va se dire, mais pourquoi on dit des choses comme ça? Pourquoi, hein, par exemple, on présume d'une telle réalité dans le langage, hein, par exemple, ne serait-ce que justement sur toutes les théories, même on pourrait voir les théories du racisme, si on s'amusait à les déconstruire comme ça, on verrait que si on leur enlevait leurs mots opérationnels, on arriverait à penser les choses autrement. Comme l'idée de la conquête, hein, présentement, quand on parle d'invasion territoriale encore en 2025, on pense par exemple à ce qui se passe entre Israël et la Palestine, avancer sur le territoire de quelqu'un d'autre puis le conquérir, ou par exemple la Russie qui veut reprendre l'Ukraine, qui avait obtenu son indépendance à la fin du siècle dernier.
Dès qu'on se remet à penser à ce vocabulaire-là, conquérir, faire une invasion, prendre un territoire, ben, on s'aperçoit que c'est un vocabulaire d'abord qui contient toute une façon de penser violente, hein, qui fait que quand on est plus fort, on peut prendre autrui, on peut prendre autre chose. En fait que si on essaye de se détacher de ça puis de nommer les choses autrement, ben peut-être qu'on peut penser en dehors de ces boîtes-là qui ont été conçues pour une autre époque, pour d'autres valeurs. Les caractéristiques, puis là j'ai mis ou non caractéristiques avec un petit bonhomme sourire, parce qu'évidemment c'est Derrida, ça peut pas être très simple. La déconstruction, c'est pas une méthode, c'est pas une discipline, c'est pas une technique avec des règles fixes. Donc, un peu comme les théories culturelles, hein, on peut un petit peu plus aller dans le flou pour faire émerger, si on veut, une pensée plus critique. Donc, elle peut donner lieu à des régularités à un enseignement, comme on le fait ensemble présentement en se donnant des exemples puis en se demandant comment l'appliquer, mais ça reste une interrogation ouverte. On accepte qu'on n'ait pas les réponses, que quand on se dit qu'est-ce que l'anthologie, que ça soit évolutif, hein, que l'anthologie que nous constatons maintenant, que ça ne soit pas celle que Derrida constate, par exemple, hein, dans Ghost Dance, un film. D'ailleurs, je vous recommanderai peut-être un podcast que j'ai fait sur cette question-là, où les produits culturels sont insérés, la musique, etc. Donc, si ça vous le goût, vous pourrez aller browser, comme on dit, fureter à travers ça pour mieux le comprendre. Donc, on accepte d'être devant des questions qu'on explore, mais qui on ne conclura pas hein, avec justement cette attitude conquérante qui fait que quand on a parlé d'un sujet, on pense qu'on a vidé la question puis on l'a réglé à tout jamais. Non, on continue et si Foucault était encore là avec nous, Derrida aussi, probablement que leur pensée continuerait d'évoluer. L'anthologie est la fin de l'histoire. C'est une idée qu'on trouve aussi dans le texte de Fisher. Ça signifiait, finalement, je l'ai traduit pour vous, l'acceptation d'une situation où la culture continuerait sans réellement changer et où la politique se réduisait à l'administration d'un système capitaliste déjà établi. En d'autres termes, nous étions dans la fin de l'histoire décrite par Francis Fukuyama. La thèse de Fukuyama, c'est la face opposée de l'affirmation de Frederick Jameson, selon laquelle le postmodernisme ou la postmodernité, caractérisée par son incapacité à trouver des formes adéquates au présent, encore moins à anticiper des futurs entièrement nouveaux, ben, ça devient la logique du capitalisme tardif. Donc, on se campe dans cette idée-là hein, d'une posture postmoderniste ou d'une ère de la postmodernité, parce que c'est deux choses différentes, donc, pour essayer d'imaginer hein, dans quelle époque on se situe dans ce capitalisme-là qui n'en finit plus de s'accélérer hein, finalement et de tourner si on veut sur lui-même. J'aimerais juste vous faire remarquer que présentement, à peu près toute la richesse, hein, les milliards qui sont spéculatifs d'Elon Musk, hein, qui va se faire payer par exemple 1000 milliards de dollars s'il atteint ses objectifs avec Tesla, tout cet argent-là, ben, elle est presque littéralement inventée, hein, tellement que c'est difficile d'imaginer d'où elle va émerger, mais elle est surtout très concentrée. Notre 1% qui nous préoccupait est rendu à 3%. Ben, il ne faut pas s'imaginer qu'à l'autre bout du spectre, hein, c'est intentionnellement que je dis le mot spectre, que la pauvreté ne s'est pas augmentée de 3%. Allez voir les tent cities, les villages de tentes aux États-Unis, vous allez voir que ce qui se passe dans nos quartiers présentement, à Montréal, à Longueuil, même un peu partout autour de l'île. Et j'ai vu à Trois-Rivières et à Québec aussi, donc des gens qui n'ont pas d'endroit pour se loger, qu'on confine à une pauvreté extrême, puis à un manque de tout extrême, puis qu'on déshumanise parce qu'on ne veut pas en tenir compte. Ben, ça nous montre hein, qu'il y a une croissance. À mesure que notre 3% devient plus riche, ben, ceux qui sont plus pauvres deviennent plus pauvres et la classe moyenne hein, commence à être de moins en moins distincte en classe moyenne, supérieure, inférieure, etc. Alors là, on est dans un cyberespace capitaliste qui est ancré dans le moment présent. Et pour explorer ça, justement, il était très présent sur Twitter, puis il observait ça sur Twitter qui est maintenant X. Hein. Fisher va nous donner cet exemple-là. Il dit, le seul fait d'être sur le réseau, là, ça vous met dans un état persistant de réactivité. Vous vous sentez toujours un peu en retard sur l'actualité, ce qui, pour des gens qui font un peu d'anxiété, hein, va amplifier encore plus l'anxiété. Et ça peut même en générer chez des gens qui sont bien portants s'ils passent trop de temps sur ces réseaux-là. Alors, le cyberespace capitaliste hein, requiert d'être toujours dispersé entre différentes sources d'attention.
Vous savez, cette culture-là de la notification, hein. Vous arrivez sur votre appareil téléphonique, vous avez des notifications sur plein d'applications et vous devez gérer, hein, ce que vous considérez peut-être comme toutes ces attentes-là, les courriels qui s'accumulent, les notifications dans vos réseaux, etc. Ces ordres-là se présentent comme des rappels amicaux, mais ce ne sont pas moins des vecteurs de stress importants parce qu'on vous demande de regarder votre appareil, de faire des gestes. Et là, je suis allée vous chercher le fameux petit tweet, le premier tweet que Jack Dorsey a fait. Twitter is live, Twitter is real time, Twitter is who and what you follow, and Twitter is here to stay by becoming more Twittery. Alors, ce petit tweet-là, hein, quand il a été mis justement en images, justement, en images, justement, numériques, a été vendu, je pense, quelque chose comme 26 millions, là, quand on tripait sur les échanges, justement, de petits assets numériques comme ça. Bon, il vaut plus rien maintenant, presque. Fait que c'est encore de l'argent que les gens s'amusaient, justement, à dépenser un peu partout, hein, en disant, hey, je vais acheter, justement, les photos de singes, etc. Ben, effectivement. Et ce qu'on remarque là-dessus, c'est qu'au moment où il a posté, ce qu'on voit tout le temps, c'est 2 seconds ago. Alors, c'est tout le temps cette affaire-là. Donc, le côté sombre de cette économie de l'attention-là, c'est la destruction de notre perception d'une perspective temporelle plus large. Au lieu de penser à justement un contexte plus grand de ce qui va se passer dans 3 jours, de où est-ce qu'on s'en va avec justement nos faits sociaux, puis etc., puis avec la politique, ben on est toujours en train de courir après 2, 3 secondes, hein, parce qu'on a la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, hein, puis on est toujours en train de penser justement à finalement des monnaies virtuelles, même à du capital social virtuel qui est là. Le présent est presque toujours dépassé, dit Fisher. Le fameux now, le maintenant, c'est plus maintenant, c'est il y a 2 secondes. Et ça, semblerait-il que ça nous désarçonne constamment. L'anthologie chez Fisher qui poursuit sur les mots de Derrida. La nostalgie des futurs, hein, ou comment le concept s'est exprimé dans les arts à travers, on l'a vu ensemble, le circuit bending, donc hein, la reformulation des appareils en d'autres choses, en émetteurs de son, l'art glitch, le glitch art, la musique vaporwave, hein, et la techno rétro-futuriste de l'étiquette Ghost Box. Donc ici, évidemment, quand on parle de rétrofuturisme et de l'étiquette Ghostbox, on pense principalement à Portishead et au titre Glorybox. On va écouter maintenant une petite vidéo sur l'ontologie qui nous met un petit peu, je dirais, là, dans le mood pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette esthétique-là. Je vous ai mis ici une belle photo, là, vous remarquerez, de cette époque où on imaginait qu'on allait vivre avec des robots dans des robes transparentes. C'est toujours charmant de s'en rappeler. Revenons maintenant sur Derrida et le fantôme de Marx qui hante le présent. Alors, les spectres du communisme, en dit-on, du totalitarisme et du néo-stalinisme, du désastre socio-technique, économique ou écologique continuent de nous hanter, hein. On a eu justement la peur, hein, de la bombe nucléaire, etc. Et on continue, hein, de créer des peurs. Là, on est beaucoup dans la question de la crise climatique, hein, et aussi dans ceux qui y croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui accélèrent la destruction. Et l'aspect positif que nous en avons préservé, et puis ça, c'est notre ami Derrida qui le dit, et Fisher aussi, c'est la posture critique héritée de l'époque des Lumières. Il y a d'ailleurs un bon texte là-dessus, hein, de Foucault qui nous parle des Lumières. L'anecdote, ben, c'est en 83, je vous en parlais un peu plus tôt, dans le film Ghost Dance, Derrida est interviewé par Pascal Augier, puis il doit expliquer s'il croit aux fantômes. Au moment de revoir le film, Augier était décédé précocement et cet étrange hasard lui aurait fait revoir sa réponse. C'est là qu'on rentre dans tout cet aspect de mystère-là, où Derrida disait, ben, ce qu'on considère, et vous allez voir entendre la voix de Derrida dans le podcast d'ailleurs que j'ai fait là-dessus, vous pourrez l'entendre, on l'a incluse, c'est vraiment particulier parce que là, nous aussi, on est devant quelqu'un qui n'est plus là. L'anthologie avant le rétrofuturisme. Alors, ben, il y avait le futurisme. Le futurisme, c'est un courant artistique, hein, dont le manifeste a été écrit par l'Italien Filippo Tomás Marinetti en 1909. Et le futurisme naît juste avant la Première Guerre mondiale et prône une idéologie qui n'admet qu'une seule hygiène pour le monde, donc une fonction de nettoyage, la guerre Marinetti. C'était une posture artistique
artistique, hein, qui voulait choquer, qui voulait provoquer, mais cette idéologie-là était aussi engendrée avec ce qu'on considère aujourd'hui comme notre regard de gens du 21e siècle. On pourrait la regarder, et dans justement ma maîtrise, c'est un peu ce que j'expliquais à propos du futurisme. J'expliquais comment c'est une réaction de retranchement qui pousse souvent les victimes, d'un point de vue psychologisant, à se ranger du côté des plus forts, donc des agresseurs. Au lieu de dire la guerre est intolérable, comme on le verra ensuite avec Fluxus et avec d'autres mouvements artistiques, les futuristes disaient, ben, tant qu'à être pris là-dedans, aussi bien hein, s'amuser un peu et aller mettre un peu hein, la pagaille, semer la pagaille dans toute cette rhétorique-là. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on retrouvera un peu plus tard dans les aspects postmodernes en création, la postmodernité dans la création cinématographique, Love the Bomb ou Ride Along with the Bomb, hein, qui ont été verbalisés par des tenants de la postmodernité, comme dans le film hein, de Stanley Kubrick en 64, Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Je vous ai mis une image de ça. Donc, comment, hein, finalement, arrêter de s'inquiéter puis voir la destruction hein, comme quelque chose qui contribue à la régénérescence ou à la vie. C'est un peu ce qu'on voyait. Hein. Je pense que c'est pas pour rien que la méthode de Derrida sur la destruction arrive à ce moment-là. Donc, l'anthologie La postmodernité, image marquante ici, hein, celle d'Hiroshima après le bombardement, c'est le fameux dôme là, du centre culturel qui est resté comme une image marquante de justement je dirais, de l'ampleur de la destruction sur l'humanité et la culture humaine hein, qu'on pouvait voir dans ça. Là, je viens de faire sûrement un petit peu un petit une petite figure de style non appropriée avec justement ma culture humaine. Mais des fois, ça fait du bien. Là, il y aura peut-être une culture, justement, machinique dans pas long. Le concept de modernité portait en lui l'idée de la fragmentation et de la destruction. Or, s'il n'est pas étonnant que depuis la fin du 19e siècle, on se soit appliqué à trouver des preuves de l'échec de la modernité, Derrida et Fischer en parlent aussi. Mattei Calinescu disait dans l'essai de Five Faces of Modernity que la postmodernité, et non pas le postmodernisme, hein, est une des facettes de la modernité. Il disait ce qui caractéristique la modernité, c'est de se fragmenter. Donc, c'est normal qu'il émerge hein, une vision qu'on considère être postmoderne, donc qui, hein, chronologiquement, ça ne marche pas, qui serait après, parce que moderne veut dire maintenant, veut dire aujourd'hui, hein, dans ses racines justement linguistiques. Donc, dans l'étymologie de moderne, c'est oidius, hein, donc c'est aujourd'hui littéralement. Cette rupture dans laquelle nous pouvons percevoir un désenchantement certain est présente dès les premières manifestations de l'affirmation d'une attitude qui était dite moderne. Donc, dès qu'on a commencé à être moderne, on a commencé à dire que c'était pas assez. Hein, puis on le voit ça dans le dadaïsme, on le voit ensuite dans Fluxus, on le voit dans plusieurs mouvements, dans le lettrisme, entre autres, hein, qui joue sur justement son l'attitude actuelle. On va le voir aussi dans Merzbauer, etc. Donc, cette idée-là, hein, justement, d'utiliser même la vision commerciale ensuite et la vision marketing. Par exemple, Georges Massunas de Fluxus hein, commercialisait tout ce qu'il faisait artistiquement, un peu avec les médias, par des relations publiques, tout ça. Puis le lettrisme, évidemment, hein, utilisait la publicité pour de faire des contre-messages. Donc, on a eu la montée du capitalisme avec l'industrialisation au début du 20e siècle parce qu'il s'installe une nouvelle classe dirigeante qui se fonde sur la multiplication d'une nouvelle richesse, celle des capitaux liés à l'industrie. Giovanni Lista, qui était un spécialiste du futurisme, explique les forces en place pour la création du futurisme par la tension créée par la résistance d'un équilibre social traditionnaliste. Et là, on voit aussi la montée d'un capitalisme industriel italien. Fait que les travailleurs passent hein, en quelques décennies du champ, hein, où est-ce ils cultivaient, si on veut, pour gagner leur vie, aux usines. Hein. Puis c'est difficile parce que ça continue de créer un monde hein, qui s'accélère toujours plus et qui est de plus en plus pollué par les cheminées et le bruit. On verra d'ailleurs dans l'ouvrage du début du 20e siècle de Russolo, Luigi Russolo, L'art du bruit, comment l'oreille humaine a dû s'habituer à un univers où les bruits étaient croissants, puis où on est toujours perturbé par du bruit sans même s'en rendre compte. Lyotard, dans l'introduction justement de son enquête, hein, la condition postmoderne, identifie comme facteur de postmodernité l'accélération constante dans le secteur des technosciences. Et là, quand on parle de procédés artistiques,
artistiques qui vont être liées à ce qu'on appellerait peut-être une esthétique de la postmodernité, ben, on va parler de la double énonciation, de l'assemblage et d'une certaine posture ironique, hein. Pensons à Banksy, je vous ai mis, est-ce un vrai Banksy, est-ce un faux Banksy, qui le sait? Pensons à justement Derrida qui dit on ne devrait jamais se demander qu'est-ce que et qui nous fait un petit texte sur qu'est-ce que. Fisher de même qui dit ouais, moi je suis dans une posture déridienne, mais je vais quand même vous demander qu'est-ce que l'anthologie. Donc, hein, c'est justement comment est-ce qu'on va toujours s'amuser à faire des citations puis à prendre une posture un peu ironique par rapport au fait qu'on est dans ce processus-là. La double énonciation, hein, c'est qu'en disant la chose, on dit son contraire ou on lui donne un autre sens. Vous le voyez souvent avec les titres d'œuvres, hein, contemporaines, avec des Banksy, par exemple. L'assemblage, hein, quand on fait exprès de prendre peut-être, par exemple, une esthétique qui ressemble à une œuvre comme celle de Banksy, puis qu'on lui fait dire complètement autre chose, hein. Donc, ça fait partie de cette posture-là. Et cette attitude-là postmoderne, hein, qui est là, va venir aussi, c'est pour ça que l'anthologie est intéressante comme théorie, parce que ça se situe dans ce contexte-là, hein, de début du 21e siècle. La prise de conscience que certains relient au développement de la postmodernité, hein, engendre une nouvelle culture, puis marque le début d'un nouveau mode d'expression artistique, le postmodernisme, qui est très présent en architecture et en art visuel. La postmodernité, hein, on dit, est perçue comme une facette de la modernité et est associée à des processus artistiques, par exemple la citation, la collage, la double énonciation, et se manifeste par une fragmentation des identités. Il n'est donc pas étonnant, hein, que le 20e siècle ait vu se succéder moult manifestes et proclamations. Chacun sentait tout à la fois l'envie d'affirmer son individualité et son appartenance à une communauté. Ça semble paradoxal, hein, à première vue, mais ça paraît logique dans un contexte plus large où l'individu existe et se définit selon, hein, ça c'est dans les théories justement de l'identité, selon ses affinités et ses oppositions aux autres membres d'une communauté. Ben, on peut le dire, hein, c'est très actuel comme façon de se définir. J'aime bien ici aussi encore la question philosophique. Si tu n'es pas antifasciste, t'es quoi alors? Eh monsieur, hein, il y a beaucoup de monde qui pourrait se poser cette question-là. Si je suis pas antifasciste, donc je suis pour le fascisme. Oh, viens-je de dire ça? Oui, il faudrait peut-être y penser. Alors, la fragmentation des idées dans ce contexte-là, très 21e siècle, mais qui a pris ses sources, on l'a vu, hein, justement, dans les futurs non avérés et tout ça, ben, pensons qu'au même moment où on travaillait sur la déconstruction, hein, sur l'idée d'une destruction, d'une déconstruction, une déstructuration, il y avait des textes fondateurs qui émergeaient dans les années 60, hein, qui allaient nous mener à penser de façon intersectionnelle. Je vous ai mis ici un petit graphique fait par moi. Donc, votre statut social, hein, êtes-vous une femme? Êtes-vous justement d'un background ethnique, hein, d'une culture différente? Mais là, regardez, c'est-à-dire que si on est une femme, hein, puis on a notre statut social, marié, autre, etc., vous pourrez mettre ce que vous voulez là-dedans. On pourrait mettre aussi identité de genre, ethnie. Ben là, tout d'un coup, hein, s'il y a là-dedans des identités qui sont moins valorisées en société, vous vous retrouvez dans des zones d'intersectionnalité. Alors, on a eu justement le Black Feminism dans les années 60, hein, les féministes noires qui affirmaient, par exemple Angela Davis, qui pose pour la première fois que la lutte contre le système doit tenir compte de tous les aspects de la domination en termes de sexe, de race et de classe. On a aussi dans les années 70, hein, Elisabeth Betita Martinez, qui était autrice, puis c'était une féministe de Chicana, qui est à l'origine de l'expression No Oppression Olympics, qui rappelle l'importance de lutter contre tous les racismes, toutes les discriminations sans distinction. Alors là, on voulait construire justement femmes noires, femmes latinas, hein, donc se dire, hey, écoute, on fait toute partie justement d'une sphère, si on veut, un bout, hein, du diagramme où on est opprimé, fait qu'on devrait ensemble travailler. On a vu aussi dans les années 70 Audre Lorde, hein, Lorde, qui est une poétesse universitaire américaine. On pourrait aussi se rappeler, par exemple, on nous parle ici de Elsa Dorlin, Maxime Servul, Élise Palomarès et Armelle Tessenoir, qui sont des jeunes chercheuses, et il y en aurait encore d'autres, hein. Puis là, bien évidemment, on a vu dans ce cours-là Judith Butler, hein, qui nous a aidé à penser justement autrement. Ensuite, si on regarde même Alice Marwick et Dana Boyd, dont on a lu des textes, ben, elles se sont
intéressés récemment avec leurs étudiantes à ces questions-là d'intersectionnalité parce que de jeunes étudiantes afro-américaines venaient à elles pour dire, OK, est-ce qu'on pourrait penser à la question des femmes noires en ligne? Ben là, si vous n'avez pas lu Safia Noblé, hein, vous irez voir Safia, S-A-F-Y-A, Noblé, N-O-B-L-E, donc qui s'est mis à réfléchir aux algorithmes d'oppression, hein, Algorithm of Oppressions. Donc, elle s'est mis à réfléchir à comment les femmes, hein, des groupes culturels sont classifiés en ligne, souvent, on va se le dire, hein, toujours en lien avec leur capacité d'attraction sexuelle pour un peu les réduire à des objets et tout ça. Donc, on a vu comment cette fragmentation-là, hein, est quelque chose qui est caractéristique du 21e siècle et de la montée. On a vu dans le cours comment l'identité à travers les médias s'est exprimée. Revenons-en maintenant. On a fait une petite parenthèse futuriste, hein, puis intersectionnelle. On en revient au rétrofuturisme ou la nostalgie en musique. Par exemple, hein, les œuvres filmiques et musicales, Fisher décrit l'aspect anthologique comme l'agentivité de ce qui n'a pas été, puis qui continue d'agir sur nous, puis qui a une capacité à une agentivité, donc une capacité d'agir sur nous parce que ça reste là, hein, c'est comme un substrat, si on veut, de ce qui n'a pas été. Donc, ce qui agit, qui peut influencer, c'est la nostalgie de ces fameux futurs perdus-là. Et comment ça s'exprime en musique? Ben, Fisher cite le film de Shining, mais aussi la musique de The Caretaker. Ça, c'est justement une pochette d'album de Caretaker. Ça dit encore des pochettes d'albums, un visuel, disons, d'album de Caretaker. Puis d'autres philosophes de l'art ont inclus dans ce mouvement aussi l'afrofuturisme. Puis dans les œuvres marquantes des années 90 qui illustrent bien le courant ontologique en musique, on va citer par exemple Portishead, hein, et son premier album Dummy, qui est devenu depuis mythique. Pourquoi? Parce qu'on avait réintégré dans des œuvres qui étaient captées souvent dans des studios numériques, le bruit du vinyle, le crépitement qui devient comme un glitch, qui devient justement, hein, un outil de nostalgie, justement pour évoquer ces futurs-là qui ne se sont jamais avérés. Donc, ces assemblages-là, la question des citations, hein, on pourrait dire qu'avant, le fameux creepypasta, vous connaissez ça, j'en suis sûre, avant ça, il y avait des légendes urbaines, hein. Et le creepypasta est souvent, dit-on, une légende numérique, comme celle justement du GPG hanté, du Curious Case of Smile, qui est partagée avec la phrase Spread the World, hein, donc un JPEG hanté, ou encore qui est censé hanter vos rêves si vous ne le partagez pas à votre tour. Ça, c'en est une belle petite photo d'une affaire qui est censément hantée. Il fait peur, on dirait qu'il y a un dentier, c'est pas le fun. Donc, les creepypasta, expression dérivée, hein, de cut and paste, émergent souvent sur les forums comme Reddit ou 4chan, de plus en plus Reddit, hein, c'est là qu'on va les trouver. Et ces légendes-là numériques qui s'apparentaient aux mimes, hein, sont maintenant un style littéraire qui va donner lieu, par exemple, à d'abondantes fanfictions. On va trouver, par exemple, l'exemple de Slenderman ou à la télé, hein, par exemple, la fameuse série Channel Zero qui hein, ne s'inspire que de creepypasta. Donc, c'est vraiment, ça devient un style. Et quand on parlait d'intermédialité, hein, ce qui intéresse justement quelqu'un comme Mark Fisher, quand il regarde ces futurs-là qui ne se sont pas avérés, ben la télé, hein, justement, dit, ah, tiens, il y a des séries comme Slenderman en ligne qui vraiment intéressent un nombre très croissant de gens, donc, hein, de Long House, je pense, Nowhere House, etc. Donc, No End House, pardonnez-moi. Donc, on va aller les chercher, ces mythologies-là, et on va les recréer dans des séries télévisées. Ben là, parlez-moi, hein, d'un transfert de genre, c'en est tout un. On arrive à la fin, je vais vous présenter les quelques petites vidéos qui nous restaient à voir.